l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Cela fait aujourd'hui 1 an qu'Ibrahim Boubacar Keïta a été élu à la tête du Mali. C'est l'heure d'un premier bilan. Nous écouterons la population se prononcer sur ce premier mandat. Au Sénégal, l'UNESCO entend promouvoir la protection du patrimoine documentaire dans les zones en situation de conflit. Un colloque international a démarré ce jeudi dans la capitale, Dakar. Et santé Ebola, plus de 1900 morts sur 3500 cas recensés d'après le dernier bilan sur l'épidémie d'Ebola. L'OMS tente d'explorer de nouvelles pistes avec une soumission d'une liste de 8 traitements expérimentaux et de 2 vaccins. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur le Sénégal, atelier sur la réforme foncière. Une rencontre de 2 jours qui a permis à des acteurs non étatiques de réfléchir sur la réforme foncière dans le pays. Il s'agira pour ces professionnels de renforcer leur capacité sur les directives volontaires ainsi que la gouvernance foncière afin de faciliter leur diffusion au niveau national et local. Mariam Benguefay et Mbendambay Antoumar pour les détails. Renforcer les capacités des acteurs de la société civile dans le domaine de la gouvernance foncière, tel est l'objectif de Action Aid qui compte impliquer tous les acteurs non étatiques afin de mieux contribuer au processus de réforme foncière au Sénégal. La réforme foncière est un tout. C'est un processus qui exige l'implication de toutes les catégories d'acteurs. Aujourd'hui, quand on regarde les catégories d'acteurs, on a l'État qui est une partie prenante. On a ce qu'on appelle l'administration foncière, qui est une partie prenante importante, parce que depuis les indépendances, c'est les domaines et les impôts qui gèrent la terre, dans les villes notamment. Et c'est important aujourd'hui qu'on intègre aussi dans ces acteurs ceux ou celles qui utilisent la terre, donc qui sont les populations locales, qui sont les premiers concernés aujourd'hui par la gestion de la terre. Et pour faire face à l'accaparement des terres et aux problèmes fonciers auxquels sont confrontées les populations, les acteurs de la société civile comptent s'approprier des directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres. Au Sénégal, tous les producteurs, ça veut dire tous les gens qui occupent les terres, à quelques exceptions près, c'est des usufruitiers. Ça, c'est la loi qui le dit. Usufruitier veut dire, je ne suis pas propriétaire de la terre, je peux exploiter, je suis propriétaire de tous les produits, mais on peut me prendre la terre à n'importe quel moment. Alors nous avons dit, tout ce qui est affectation de terre aujourd'hui, ces gens soient au moins propriétaires de ces terres, qu'il ait un acte de propriétaire de ces terres. Au Sénégal, depuis plus de 10 ans, beaucoup d'entreprises étrangères s'approprient des terres cultivables. Et pour une réforme foncière inclusive et transparente, la prise en charge des intérêts des différents acteurs est primordiale. Sénégal toujours, un colloque international s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Une initiative de la Commission nationale pour l'UNESCO et le comité sénégalais Mémoire du Monde. Cette rencontre de 3 jours vise à promouvoir la protection du patrimoine documentaire dans les zones en situation de conflit. Louise Tinassania, Souleymane Anne, Antoumar pour les détails. Reconnaissant la nécessité d'agir d'urgence pour éviter que la mémoire documentaire du monde ne continue de se détériorer, l'UNESCO, en collaboration avec le Comité sénégalais Mémoire du monde, attire l'attention sur l'intérêt de la préservation du patrimoine documentaire de l'humanité en tout lieu et tout moment, particulièrement en temps de guerre et de troubles. Ce programme a été lancé par l'UNESCO en 1992 justement pour mobiliser la communauté internationale en vue de la préservation, la sauvegarde, la conservation et la promotion
du patrimoine documentaire. L'objectif de cette rencontre, c'est de sensibiliser sur tout cela et de faire en sorte que dans chaque pays, il existe une stratégie appropriée visant à faire en sorte que la mémoire du monde puisse être préservée, garantie, sécurisée dans des conditions qui feront en sorte qu'aucune atteinte ne sera portée à sa continuité. Patrimoine documentaire en danger, quelle stratégie de préservation dans les zones en situation de conflit? L'historien pose des débats et propose des solutions. Ce qu'il faut d'abord, c'est aider à mener des activités de sensibilisation pour faire prendre conscience de ce phénomène. Ensuite, doter les États des législations appropriées qui leur permettent de préserver et de conserver le patrimoine documentaire. De ce point de vue, la construction de bibliothèques nationales, la construction de maisons des archives, l'installation de musées qui puissent conserver les traces de notre passé, de manière à permettre à tous les chercheurs de pouvoir y trouver les éléments dont ils auront besoin s'ils veulent écrire l'histoire de leur pays. Ces spécialistes s'accordent sur l'importance du rôle que peut jouer le patrimoine documentaire pour restaurer l'histoire d'un peuple quand celle-ci est menacée par des conflits de toutes sortes. Aujourd'hui, 4 septembre 2014, et cela fait exactement un an, jour pour jour, que le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi à la tête du Mali. Après un an, quel est le regard de la population sur les défis qui devaient être relevés par le chef de l'État? Eh bien, le point de vue des citoyens maliens au micro de Fatoumata Togola et de Sékou Doumbia. Que la vie d'une nation, un an, c'est très peu là-dedans. Et surtout, le moment n'était pas assez propice pour le président en venant pour au moins se réaliser ses vœux. Ibeka est venu avec des ambitions. Je crois que s'il a été plébiscité par les Maliens, c'est que quelque part, il a donné une image dans le passé. Et cette image existe toujours. Mais il faut voir qu'il y a certaines contraintes qui ne dépendent pas de nous. Nous sommes actuellement un pays sous perfusion. Et nous sommes régis par des institutions qui ont des volontés, qui ne sont pas toujours des volontés pour nous les Maliens, et qui nous empêchent peut-être de prendre la voie de développement que nous voulons. On nous a dit ici, le 4 août 2013, qu'on ne négociera pas avec des bandits armés. On est en train de négocier avec les bandits armés. On est en train de négocier pour la répartition du Mali. On est en train de négocier pour pouvoir mettre une ethnie au-dessus des autres ethnies du Mali. On ne doit pas continuer à gérer le Mali de cette manière. Le pays, c'est la catastrophe. Parce qu'on avait cru qu'il avait une baguette magique pour remettre le pays en marche. Et nous nous sommes rendus compte que rien ne bouge. Rien ne bouge, ni les négociations, ni la vie économique, ni le développement des infrastructures. On nous avait fait comprendre qu'on pouvait mieux faire et avec l'arrivée du gouvernement, le foncier, les infrastructures, rien ne bouge. Oui, bon, dans les 1 an de Ibeka, je pense que Ibeka est venu en pleine crise. Bon, durant une seule année, il n'est pas facile au moins d'avoir une grande remarque par rapport à ces réalisations qu'il y a eu à faire. Mais en réalité, je vois que ça ne va pas parce que partout où on voit l'argent ne circule plus. Et le RPM a tenu une conférence de presse en fin d'après-midi pour faire le bilan de ce premier mandat du chef de l'État. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Direction le Niger, le palais des congrès de Niamey a servi de cadre ce mardi à la tenue de la 4e édition du prix de l'excellence et du mérite. Organisée par la formation Guri Vie Meilleure et les 3 ministères en charge de l'éducation du pays, cette édition a récompensé tous les meilleurs élèves du pays. Sarki Aboubakar, Razak Abaché. Au cours de cette cérémonie, tous les meilleurs élèves du Niger ont été récompensés. Une grande première, surtout pour cette 4e édition. Au total, les 3 meilleurs élèves du primaire, du collège, du lycée et de l'enseignement professionnel et technique des 8 régions du pays ont été honorés. Par votre effort et votre travail, vous honorez vos établissements respectifs, vos enseignants, votre pays.
Vous redonnez du souffle et de l'espoir à notre système éducatif qui en a tant besoin. Rendons hommage aux enseignants qui jouent un rôle de premier plan, non seulement dans la réussite scolaire de nos enfants, mais aussi dans l'acquisition des attitudes et des compétences dont ils auront besoin pour exceller dans un monde tourné vers la course à la compétitivité. Des ordinateurs portables, des dictionnaires, des sacs, des cahiers, des clés USB et bien d'autres lots ont constitué l'ossature des prix distribués à chaque lauréat. De quoi susciter en eux un sentiment de joie immense. Je suis la 3e au niveau du lycée d'excellence. Je remercie vraiment Gourivi Meilleur. Grâce à Gourivi Meilleur, l'éducation au Niger se développe très bien. Je suis vraiment contente de ce prix que j'ai reçu. Mes remerciements vont à l'endroit de mes parents, de mes amis, de mes professeurs et de tous ceux qui ont pu m'aider au cours de mes études. Je suis très contente d'avoir reçu ce prix et je remercie la Fondation Gourivi Meilleur. Je remercie mes professeurs, ma famille et tous mes amis de m'avoir soutenu. Et j'encourage mes camarades à persévérer dans leurs études pour cultiver l'excellence. Cette 4e édition du prix d'excellence et du mérite s'est déroulée en présence des enseignants des lauréats, de leurs parents, mais aussi des différents ministres en charge de l'éducation au Niger. À présent, l'actualité en bref et en images rassemblées et commentées pour vous ce soir par Daouda Kamaté. À Madagascar, un ancien ministre de la période de l'ère Rajoelina a été mis en examen hier, mercredi 3 septembre. Il n'est pas le seul ancien ministre à avoir fait l'objet d'une enquête par le bureau indépendant anticorruption. Même si l'actuel président Rajaonari Mampianina a affirmé au début de son mandat qu'il ne fera pas de chasse aux sorciers du passé, plusieurs dossiers concernant des ministres du régime précédent de transition sont entre les mains des magistrats anticorruption. En République démocratique du Congo, voilà plusieurs semaines que de plus en plus de voix du côté du parti au pouvoir s'élèvent pour évoquer la possibilité de modifier le texte de la Constitution adopté récemment pour permettre au chef de l'État sortant de briguer un 3e mandat. Du côté de la société civile, une trentaine d'organisations non gouvernementales et d'associations se sont réunies ce mercredi pour s'opposer d'une seule voix à toute modification de la Constitution, quelle qu'elle soit. Au Libéria, les personnels médicaux et non médicaux du plus grand hôpital du pays, GFK de Monrovia, sont en grève et poursuivront leur mouvement jusqu'au 5 septembre. C'est ce qu'a indiqué leur syndicat. En pleine crise liée au virus Ebola, ils réclament des augmentations de salaire et de meilleurs kits de protection. Les employés de l'unité de soins des patients Ebola ont toutefois décidé pour l'heure de ne pas observer le mouvement de grève, mais la grogne monte. En Algérie, le complexe gazier d'Inamenas reprend peu à peu ses activités normales. Il y a 1 an et demi, le site de Tinguentourine, à 1300 km au sud-est d'Alger, avait été attaqué par un groupe islamiste. La prise d'otage suivie de l'intervention de l'armée algérienne avait fait 40 morts. Depuis quelques mois, les personnels locaux sont retournés sur le site qui ne fonctionne toujours pas à plein régime. Il est pourtant crucial pour l'économie du pays. La suite de cette édition, à présent, nous sommes en Libye, où les islamistes viennent d'annoncer la formation d'un gouvernement parallèle à Tripoli. Depuis la fuite du gouvernement, les rebelles ne cessent de multiplier les actes de violence qui terrorisent les habitants et près de 500 personnes ont déjà fui la capitale Tripoli. Tripoli, dépourvue de toute autorité. Depuis la fuite du gouvernement, différentes milices se disputent le contrôle de la ville. Lourdement armées, ces organisations rebelles multiplient attentats et enlèvements. Ils ont fait irruption dans le camp et ont enlevé des réfugiés, comme ça, sans raison. Nous ne sommes pourtant membres d'aucun groupe, d'aucune armée. Depuis la mi-juillet, Tripoli est le théâtre d'affrontements entre les milices islamistes originaires de Misrata et les brigades Kaka et Al-Sawak venant elles de Zentan. Des violences qui ont conduit plus de 500 familles hors de la ville. L'activiste Abdelmoez Banoun a lui osé exprimer ses opinions en public. Un discours virulent qui lui a coûté sa liberté
Enlevé depuis plusieurs semaines par un groupe inconnu, il reste à ce jour introuvable. Même sort pour Souleymane Zoubeya, un élu parlementaire. Il y a quelques jours, les rebelles ont ouvert le feu sur ce bureau du Croissant Rouge. L'attaque a été directe, mais heureusement, aucun bénévole n'a été blessé. Ces gens-là ignorent probablement toutes de nos activités. La situation dans le pays, en proie à l'anarchie depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, risque de devenir encore plus complexe. La Libye pourrait se voir dotée de 2 gouvernements concurrents, parallèlement à ces 2 parlements rivaux. Au Royaume-Uni, le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce jeudi, comme annoncé, et c'est bien sûr à Newport, dans le pays de Galles. 28 États membres, dont une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, débattent de la crise ukrainienne. Les États-Unis sont accusés par la Russie de soutenir le parti de la guerre en Ukraine. Et Poroshenko, pour sa part, a annoncé la signature probable d'un cessez-le-feu pour vendredi prochain à Minsk. Au milieu d'une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, le président ukrainien Petro Poroshenko. Une présence symbolique qui montre bien la volonté de l'OTAN de mettre la pression sur la Russie. Je pense qu'un message politique fort va être lancé. Le président Poroshenko est le seul partenaire de l'OTAN à se voir accorder un entretien direct avec les chefs d'État de l'OTAN. Cela montre l'engagement de l'Alliance. Nous allons aussi voir arriver de l'assistance économique, mais sur le plan militaire, il n'y aura pas d'escalade. En effet, le président ukrainien a déclaré que son pays comptait signer un cessez-le-feu vendredi à Minsk, en Biélorussie, où un groupe composé de représentants ukrainiens, russes et de l'OSCE doit se réunir avec les rebelles. C'est confirmé. La réunion va se tenir. Je vais m'adresser à l'état-major de l'armée et donner l'ordre d'un cessez-le-feu bilatéral. Nous espérons que la mise en place de ce plan de paix sera lancée demain. Moscou aussi fait du cessez-le-feu sa priorité, mais fait aussi savoir que le rapprochement entre Kiev et l'OTAN ne va pas dans le sens de la paix. Au contraire. Je veux répéter que la résurgence de la rhétorique anti-russe, au moment même où des efforts actifs sont faits pour parvenir à une solution politique, montre bien que le parti de la guerre à Kiev jouit d'un soutien extérieur puissant, en l'occurrence de la part des États-Unis. Sur le terrain, la situation est toujours explosive, notamment à l'est de Mariupol, au sud-est de l'Ukraine, où plusieurs explosions ont été entendues. Et une des conséquences de cette crise ukrainienne pourrait être la rupture du contrat Mistral entre la France et la Russie. Une situation qui pourrait occasionner d'importantes pénalités à la France. Et ce jeudi, François Hollande a fait une déclaration en ce sens. Le Mistral va être livré à la Russie si la trêve est signée avec l'Ukraine pour une cessation des hostilités. Un mot santé à présent avec la lutte contre le virus de l'Ebola. L'OMS a soumis à près de 200 experts à Genève l'analyse de 8 traitements et 2 vaccins expérimentaux. Selon les résultats, aucun n'a été cliniquement prouvé, mais les travaux vont se poursuivre pour une disponibilité plus rapide. Par ailleurs, l'Union africaine annonce une réunion d'urgence lundi prochain au siège de l'organisation à Addis Abeba. L'Institut, retour au Mali à présent pour refermer cette édition, et l'Institut Bioforce Afrique a procédé ce jeudi à la cérémonie de lancement officiel de 2 formations. Ces renforcements des capacités de responsables de projets eau, hygiène et assainissement et de responsables de projets nutrition répondent en Afrique de l'Ouest à des besoins urgents. L'Institut Bioforce bénéficie de l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment du CICM et de l'UNICEF. Des détails dans ce reportage commenté par Djibrila Maïga. Ils sont au total 29 personnes à commencer ce 4 septembre les formations de responsables de projets nutrition et responsables eau, hygiène et assainissement. Ces professionnels de la santé prennent ainsi un nouveau départ avec ce programme de formation de l'Institut Bioforce Afrique,
initié à l'intention des acteurs locaux du continent. Tous les ministères concernés ont des besoins dans ce domaine, mais ces besoins restent encore non satisfaits. Et donc nous avons pensé qu'en amenant cette formation au Mali, nous allons réduire, et ça je l'ai dit de façon considérable, le coût de la formation qui s'est passée ailleurs. Le monde est aujourd'hui en pleine mutation. Et ce renforcement de capacité des professionnels de la santé est de ce fait un des moyens par excellence d'offrir aux États africains, le Mali en particulier, les atouts pour une croissance optimale et surtout pour contribuer à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Aussi, des modules ont été élaborés en ce sens. La formation est structurée, nous avons l'immersion, nous avons l'environnement métier, nous avons le management et nous avons les sessions techniques. Et ensuite, on a les sessions vraiment techniques sur chacun se spécialise dans le module. L'essentiel, c'est de faire les 3 mois à Bamako en présentiel, donc 420 heures de cours, et ensuite les 6 mois de terrain pour valider les diplômes. Pour les premiers bénéficiaires, les formations Bioforce ont été très positives. Madame Alexandra Giordano, diplômée de la promotion 98, en témoigne. Bioforce, c'est pour moi une école qui a su me donner d'une part de vraies compétences techniques que j'ai pu mettre en œuvre sur le terrain assez rapidement, donc être opérationnel à la fin de la formation. Les candidats à ces formations qui démarrent ce 4 septembre sont également convaincus de l'impact de l'expérience qu'ils vont acquérir sur eux-mêmes, mais aussi pour leur pays. Pour moi, personnellement, c'est une grosse opportunité d'être dans cette formation où l'on me permettra de voir cette intégration des 2 aspects, mais aussi vont me permettre d'augmenter mes compétences techniques, mon savoir-faire, mes compétences managériales qui me permettront, une fois de retour à mon poste ou dans un autre contexte, je pourrai les mettre à la disposition des populations bénéficiaires. Ce sont au total 7 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale qui prennent part à ces formations. L'Institut Bioforce a été créé depuis 30 ans pour aider à relever les nombreux défis en Afrique. Elle collabore avec l'UNICEF en vue de constituer un pool de formateurs nationaux et internationaux. Et en moyenne, près de 20 nationalités sont représentées dans chaque promotion. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une très bonne suite de programmes en compagnie d'Africable Télévision. Bonsoir chez vous. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.